Sous le parc national de Yellowstone, des processus ont débuté que les scientifiques qualifient d'anomalies. Le sol dans la zone de la caldeira ne s'est pas seulement soulevé, il se déforme à une vitesse record. Comme le disent certains experts, ce n'est plus le souffle d'un géant endormi, c'est le signal que nous attendions depuis 640 000 ans. Yellowstone s'est officiellement réveillé. Pendant que vous regardez cette vidéo, les stations GPS, dans la partie nord de la caldeira, enregistrent un déplacement vertical du sol. Mais ce qui est le plus effrayant, ce n'est pas simplement ce soulèvement. Ces derniers jours, dans la zone du bassin de Norris, une puissante explosion hydrothermale s'est produite, projetant des débris sur des dizaines de mètres. Le nombre de microséismes au cours du dernier mois a dépassé la normale plusieurs fois. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qui se passe réellement dans les entrailles de l'objet le plus dangereux du monde. Nous observerons les nouvelles données de surveillance et découvrirons pourquoi les États-Unis ont commencé à parler d'un plan d'évacuation de masse. Ces derniers jours, une caméra de surveillance dans le parc national de Yellowstone a filmé quelque chose qui a coupé le souffle aux géologues de garde. Du bassin a jailli une colonne d'eau bouillante, de boue et de vapeur qui s'est élevée à des centaines de mètres dans les airs. Le service géologique des États-Unis a immédiatement publié un bulletin et qualifié l'événement d'explosion hydrothermale la plus puissante depuis l'installation des nouveaux équipements à l'été de l'année dernière. C'est déjà la 5e explosion à cet endroit depuis le début de l'année 2026. Dès juillet 2024, c'est précisément ici qu'une explosion d'une telle force s'était produite que les passerelles en bois des sentiers touristiques avaient été réduites en éclats. À l'époque, on avait qualifié cela d'événement exceptionnel. Aujourd'hui, les explosions se répètent encore et encore, chacune plus puissante que la précédente. Mais ce n'est en réalité qu'une partie de ce qui se passe en ce moment sous terre à Yellowstone. Dès février 2026, nous avions manqué un événement très important. Le geyser Echinus s'est soudainement réveillé. Le plus grand geyser acide de la planète. Il était silencieux depuis très longtemps. Et soudain, le 7 février, il a émis sa première éruption, puis une autre, et encore une autre. En février, il y a eu environ 40 éruptions. La composition chimique était préoccupante. Acidité élevée, forte teneur en arsenic et en fer, variation de température anormale autour du bassin. Les scientifiques le disent clairement, ce n'est pas simplement un geyser ordinaire, c'est la restructuration des canaux souterrains d'eau chaude et de gaz dans la zone la plus instable de Yellowstone. Récemment, un autre geyser s'est réveillé, Valentine. Il n'était pas entré en éruption depuis plus de 20 ans et a soudain commencé à jaillir tous les 4 à 6 jours, projetant de l'eau à 23 mètres de hauteur. 2 geysers silencieux depuis des décennies et tous deux réveillés à quelques mois d'intervalle. Une coïncidence ? Les géologues ne le pensent pas. Parce que c'est à peu près au même moment que les stations GPS ont commencé à enregistrer quelque chose d'inhabituel sur le bord nord de la caldeira. Le sol a commencé à se soulever. En janvier 2026, la zone de gonflement avait atteint environ 30 km de diamètre. C'est une superficie comparable à celle d'une grande ville. Les scientifiques américains ont donné un nom spécifique à ce phénomène, l'anomalie de soulèvement de Norris. Début mai 2026, le directeur de l'Observatoire volcanologique de Yellowstone, Michael Polland, a été contraint de faire une déclaration officielle. Ces mots étaient brefs. Le gonflement a bien eu lieu. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, car en parallèle, un groupe de chercheurs internationaux préparait une publication qui, en avril 2026, a fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. Leur travail a été publié dans la revue Science et a complètement changé ce que les scientifiques pensaient de Yellowstone depuis des décennies. Un groupe de géophysiciens chinois de l'Institut de géologie et de géophysique a publié un modèle tridimensionnel de ce qui se passe réellement sous Yellowstone. Ils ont construit une carte détaillée de toute la partie occidentale de l'Amérique du Nord, de la surface jusqu'aux profondeurs de la lithosphère, et leur conclusion a tout bouleversé. Pendant des décennies, on pensait que Yellowstone était alimenté par un gigantesque panache mantélique, une colonne de roches en fusion remontant des profondeurs de la Terre. C'est ce panache, selon la version classique, qui crée cette puissance thermique colossale qui fait bouillir l'eau, met en mouvement le magma et fait périodiquement tout exploser aux alentours. Les scientifiques chinois ont démontré que ce n'est pas le cas. Ou plutôt, pas tout à fait. Le magma à Yellowstone ne remonte pas verticalement depuis le bas. Il se déplace par des canaux inclinés à l'intérieur de la croûte terrestre, à travers un réseau de fissures et de failles formées par des forces tectoniques. Ces forces étirent littéralement la lithosphère dans différentes directions, et la source de chaleur n'est pas un panache profond venant du noyau terrestre, mais une zone de l'asténosphère, une couche de roches chaudes bien plus proche de la surface. Cette découverte est importante non seulement pour comprendre Yellowstone,
Le nouveau modèle change considérablement l'approche de prévision des supervolcans dans le monde entier. Si le mécanisme d'alimentation s'avère différent, alors le comportement de tels systèmes peut aussi être différent de ce que nous pensions. En outre, des chercheurs des universités américaines de Rice, du Nouveau-Mexique et de l'Utah ont mené une expérience unique. Ils ont disposé 600 sismographes portables sur tout le territoire du parc et ont également fait circuler sur les routes un énorme camion vibratoire pesant des dizaines de tonnes. Ensuite, des ordinateurs ont collecté les ondes réfléchies et construit une image détaillée de ce qui se trouve sous la caldeira. Le résultat a été inattendu. La limite supérieure du système magmatique de Yellowstone se trouve à seulement 3,8 km de profondeur. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas la profondeur, c'est ce qui s'y trouve. Juste sous cette limite a été découverte une fine couche de roche partiellement fondue, littéralement saturée de gaz, dioxyde de carbone, vapeur d'eau et soufre. C'est une sorte de bouchon de pression. Il relâche lentement la pression accumulée à travers les geysers et les sources chaudes, l'empêchant d'atteindre un point critique. Tant que ce bouchon tient, il n'y aura pas d'explosion catastrophique. Mais s'il se détériore ou modifie sa structure, tout peut changer très rapidement. Des équipes de scientifiques du Wisconsin ont enregistré autre chose. Selon leur analyse, environ 440 km3 de magma se déplacent lentement vers la partie nord-est de la caldeira, et tout cela progresse lentement vers une zone que personne n'observait auparavant. Le secteur nord-est de la caldeira était considéré comme relativement calme depuis de nombreuses années. L'attention principale des géologues était concentrée sur le bassin de Norris et la zone centrale. Mais maintenant, après ces publications, les priorités de surveillance ont dû être revues. Les zones où les touristes se promenaient tranquillement depuis des décennies se retrouvent sur le territoire vers lequel se déplacent d'énormes volumes de roches chaudes. La rapidité de ce déplacement et l'endroit où il s'arrêtera font encore l'objet d'études. C'est précisément pourquoi les travaux de terrain de mai 2026 comprennent un volet distinct, la surveillance géochimique du secteur nord-est de la caldeira. Les séismes à Yellowstone forment une histoire à part que peu de gens comprennent correctement. La plupart des gens imaginent le volcan commence à se réveiller, la terre tremble de plus en plus fort, puis une explosion, comme au cinéma. Mais en réalité, les choses fonctionnent différemment. Et c'est précisément là que réside l'un des principaux problèmes avec Yellowstone. De janvier à avril 2026, il s'est produit au total 332 séismes, dont un essaim de 16 secousses en 2 jours dans le secteur sud-est du parc. Les géologues ne regardent pas la force des secousses individuelles, ils regardent la structure des essaims et la direction dans laquelle ils se déplacent. En février, un essaim de 12 séismes s'est produit au nord de West Yellowstone en 2 jours. Un détail caractéristique, cet essaim n'avait pas de choc principal. Aucune des 12 secousses n'était clairement plus forte que les autres. Les géologues appellent de tels événements des essaims diffus. Ils sont typiques des systèmes hydrothermaux, où la pression des fluides se répartit uniformément dans les fissures plutôt que de se concentrer en un seul point. Mais voici ce qui est important. Du point de vue sismologique, tout cela correspond au niveau de fond, soit la normale pour Yellowstone. Sur l'ensemble de l'année 2025, seulement 1119 séismes ont été enregistrés pour une norme annuelle moyenne d'1 500 à 2500. C'est un quart, voire 2 fois moins que la normale. On pourrait croire qu'il s'agit là d'un bon signe, mais c'est précisément ce qui inquiète les géophysiciens expérimentés. La baisse du nombre de séismes a coïncidé avec l'apparition du dôme sur la caldeira nord et le réveil simultané de plusieurs geysers. Le système semble avoir redirigé son énergie, la pression se relâche différemment, par l'eau et la vapeur, et non par le mouvement des roches. C'est pourquoi les scientifiques parlent de plus en plus des explosions hydrothermales comme de la principale menace réelle de Yellowstone. Pas dans un futur lointain, mais dès maintenant. Regardons maintenant ce qui se trouve sous la surface et pourquoi le système se comporte de cette façon. Sous la caldeira de Yellowstone, il n'existe pas de réservoir unique de magma liquide. C'est l'un des grands mythes que la science a déjà réfuté. À la place, on trouve ce que les géologues appellent une boue magmatique. Imaginez une roche dans laquelle une partie de la matière est fondue et l'autre est encore solide, comme un mélange de glace et d'eau au début de la fonte. Le degré de fusion dans la plupart des zones va de 5 à 20%. Ce n'est pas suffisant pour déclencher un supervolcan. Pour qu'un volcan entre vraiment en éruption, il faut beaucoup plus de magma liquide. Mais c'est précisément cette boue qui crée un flux de chaleur colossal. Selon les nouveaux calculs du printemps 2026, le système magmatique de Yellowstone dégage au minimum 7,5 gigawatts de chaleur. C'est comparable à la puissance de plusieurs grandes centrales nucléaires fonctionnant en continu. Pour l'instant,
toute cette chaleur s'échappe à travers le système hydrothermal, par les geysers, les sources chaudes, les mares de boue bouillante. Et tant que cette soupape fonctionne, la pression est relâchée. Mais si quelque chose change dans la structure des canaux souterrains, la chaleur commencera à s'accumuler dans les réservoirs, et alors la pression augmentera très rapidement. Pour comprendre à quel point les explosions hydrothermales de Yellowstone peuvent être graves, il suffit de regarder ce qui s'est déjà produit ici dans le passé. Au fond du lac Yellowstone se trouve un endroit appelé la baie de Murray Bay. C'est le plus grand cratère hydrothermal connu sur Terre. Son diamètre dépasse 2 km. Il s'est formé à la suite d'une série d'explosions de vapeur d'une puissance incroyable. Des millions de tonnes de roches ont été projetées dans l'atmosphère. La cause a été une chute brutale de la pression de l'eau après la fonte des glaciers. Lorsque l'épaisse calotte de glace a fondu, la pression sur les eaux souterraines surchauffées a soudainement chuté et elles se sont instantanément transformées en vapeur. Les publications d'avril 2026 ont ramené ce cratère sous les feux des projecteurs. Les nouveaux modèles montrent que de tels événements peuvent se produire sans aucune remontée de magma vers la surface. Aucun précurseur volcanique, seulement une accumulation de pression dans le réservoir hydrothermal, puis une explosion. C'est pourquoi les scientifiques développent actuellement des méthodes de prévision fondamentalement nouvelles. En mai 2026, les spécialistes de l'observatoire de Yellowstone ont présenté de nouvelles données de recherche. L'idée est que, avant une explosion hydrothermale, la chimie de l'eau change. Par exemple, avant l'explosion d'un geyser en 1989, la température des fluides en profondeur avait augmenté d'environ 40 à 60 degrés. C'était un signal que personne ne savait lire à l'époque, mais qu'on sait lire aujourd'hui. Et dans ce contexte, le comportement du geyser Steamboat, le plus haut geyser actif du monde, suscite une inquiétude particulière. En 2020, il est entré en éruption 48 fois. En 2025, seulement 3 fois. Son activité a considérablement chuté. Ce qui se passera après une telle pause, les scientifiques ne peuvent pas encore le dire avec certitude. Que conclure de tout cela aujourd'hui ? Si Yellowstone entre effectivement en éruption selon le scénario d'un supervolcan, les premières secondes se dérouleront ainsi. Une colonne de cendres et de gaz s'élèvera dans la stratosphère presque instantanément. La zone dans un rayon de plus de 100 km sera détruite par des coulées pyroclastiques. Il n'y aura pas de temps pour évacuer. Mais la principale menace pour le monde n'est pas l'explosion elle-même. C'est ce qui se passera ensuite. Des volumes colossaux de dioxyde de soufre pénétreront dans la stratosphère. Là, ils formeront un voile d'aérosol qui commencera à réfléchir la lumière solaire vers l'espace. Ce que les scientifiques appellent un hiver volcanique s'installera. Et voici un retournement de situation surprenant que peu de gens connaissent. Les anciens modèles prévoyaient un refroidissement global de 10 à 12 degrés Celsius. Des chiffres assez terrifiants qui circulent d'un article à l'autre. Les calculs les plus récents de la NASA donnent un résultat fondamentalement différent. La baisse réelle de la température annuelle moyenne sera probablement d'environ 1,5 à 2 degrés et non de 10 ou 12. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter ? Non, car même un refroidissement global d'1,5 degré, combiné à un voile d'aérosol, représente une catastrophe pour l'agriculture mondiale. Les moussons, en Asie et en Afrique, seront perturbés, et ce sont elles dont dépend la récolte qui nourrit des milliards de personnes. Les retombées de cendres détruiront les cultures sur d'immenses territoires. La combinaison de la lumière solaire bloquée et des cendres retombées anéantira les récoltes là où les moussons les auront épargnées. Selon les estimations des Nations Unies, les réserves alimentaires mondiales, dans un tel scénario, dureront environ 74 jours. Bien sûr, les États-Unis seront les premiers touchés. Le Midwest se retrouvera sous plusieurs mètres de cendres, la côte est sous une couche de plusieurs centimètres. Mais c'est suffisant pour paralyser la vie et déclencher une épidémie massive de maladies respiratoires. L'infrastructure du pays sera détruite à une échelle que l'Amérique n'a jamais connue. L'Europe ne recevra pas une quantité catastrophique de cendres. Seule une mince couche se déposera. Mais la principale menace sera le froid. Les températures estivales moyennes chuteront d'au moins 5 degrés. Pour l'agriculture européenne, cela signifie de mauvaises récoltes pendant plusieurs années consécutives. À cela s'ajoutera l'arrêt temporaire du trafic aérien en raison du nuage de cendres dans les couches supérieures de l'atmosphère. La Russie, la Sibérie et l'Extrême-Orient feront face à des chutes de température de 5 à 10 degrés. La saison végétative, déjà courte, sera encore raccourcie. Les récoltes diminueront. En Asie, notamment en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, la perturbation des moussons déclenchera une réaction en chaîne. Mauvaise récolte, hausse des prix alimentaires, instabilité sociale.
L'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Australie seront les moins touchés. Le nuage d'aérosol restera principalement dans l'hémisphère nord, mais moins touché ne signifie pas indemne. Des anomalies météorologiques imprévisibles affecteront également ces régions. La surveillance de ce volcan fonctionne désormais 24 heures sur 24. Mais maintenant, vous savez exactement ce qu'elle surveille et pourquoi. Si ces sujets vous intéressent, notre chaîne YouTube a récemment mis en ligne de nouvelles vidéos sur les cataclysmes et les menaces naturelles. Vous pouvez les regarder dès maintenant.